Ils ont laissé 3 bébés dans un ruisseau glacé, mais un cowboy blessé a sauté pour les sauver avant qu'ils ne coulent. Territoire du Wyoming, hiver 1874. Le vent hurlait dans le ravin étroit, balayant la neige dans les branches mortes des peupliers. Un mince ruisseau serpentait sous une couche de glace fissurée, ses berges recouvertes de givre pâle et de silence. C'était le genre de froid qui fendait les lèvres et coupait le souffle, où même les animaux s'étaient enfouis profondément. Colt Dawson chevauchait seul. La clôture qu'il avait franchie était depuis longtemps pourrie, à moitié engloutie par les congères, emmêlée dans les barbelés déchirés par le vent. Son manteau, lourd de saleté et de silence, claquait contre ses jambes. Son cheval, gris de vieillesse et de froid, avançait lentement à travers les broussailles. Ses yeux creusés par le chagrin et des années sans but scrutaient le monde désertique sans vraiment le voir, jusqu'à ce qu'il le fasse. Quelque chose, une forme affalée le long de la rive gelée du ruisseau, attira son attention. Au début, cela ressemblait à un paquet de linge, mais il était trop soigneusement ficelé, trop près du bord de l'eau. Trop immobile, il tira la corde. Le cheval renifla, inquiet. Colt mit pied à terre, ses bottes craquant sur la neige croûtée. Le vent lui cinglait les joues alors qu'il s'approchait. Le sac, un sac brun grossier, était à moitié trempé, son fond raide de glace. Une forme sombre se pressait contre la toile de l'intérieur. Puis vint le son, un gémissement, pas plus fort qu'un souffle, pas plus fort qu'un souvenir. Le cœur de Colt s'arrêta. Il tomba à genoux, retira ses gants et déchira la ficelle gelée. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose qui montait dans sa poitrine, chaud et ancien. Il déchira le sac. 3 bébés, nouveau-nés, la peau boursouflée sur les bords, les lèvres incolores. 2 d'entre eux tremblaient à peine. L'un était immobile, la bouche entr'ouverte, silencieux. Oh mon Dieu! La voix de Colt se brisa. Personne ne répondit. Il tendit la main et sortit les enfants un par un, les posant sur son manteau. Leurs petites membres, trop maigres, étaient déjà raides. Leurs yeux étaient fermés, leurs cils bordés de givre. Le vent soufflait plus fort maintenant, comme si le temps lui-même le poussait vers le ruisseau qui craquait derrière lui, la glace gémissant sous le poids. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il ôta son manteau et enveloppa les 3 enfants dedans. Puis, sans réfléchir, il entra dans l'eau. La glace se brisa sous lui comme du verre. Il plongea jusqu'à la taille dans le ruisseau glacé, ses bottes s'enfonçant dans la vase. L'eau imprégna ses vêtements, remontant le long de sa colonne vertébrale comme un feu à l'envers. Il haleta alors que le froid lui transperçait les côtes. Il atteignit le dernier bébé, celui qui flottait contre la rive, presque mort. Colt ramassa l'enfant et l'enveloppa dans son manteau. Ses dents claquaient désormais de manière incontrôlable. Puis, il se retourna vers le cheval. Ses membres refusaient de bouger. Sa respiration était courte et saccadée. La douleur envahissait chaque centimètre carré de sa peau exposée. Mais il bougea. Il tituba jusqu'à la rive et se hissa hors de l'eau. La neige collait à son pantalon et à ses bottes. Ses bottes semblaient en fer. Les mains tremblantes, il grimpa en selle, serrant le paquet contre lui sous son manteau. Les bébés ne faisaient pas un bruit. L'un d'eux poussa un faible gémissement. Un autre tremblait. Colt baissa les yeux vers leurs petits visages. « Pas aujourd'hui, » dit-il entre ses dents serrées. « Vous ne mourrez pas aujourd'hui. » Il enfonça ses talons dans les flancs du cheval et se dirigea vers le nord. La neige tombait maintenant en rafales, épaisse et coupante. Les arbres défilaient dans traînées grises. Colt se pencha sur le paquet, le protégeant du vent, murmurant à voix basse des mots insensés, comme une prière ou une folie. « Restez avec moi. Allez, battez-vous. » Ses lèvres étaient gercées. Son souffle formait de la buée devant ses yeux, puis disparaissait dans la tempête. Un bébé pleura. Faiblement, à peine un murmure, mais c'était un son. Colt chevaucha plus vite. La silhouette d'un bâtiment émergea de la neige. Une faible lumière orange dans l'obscurité. Une lampe clignotait sous le porche d'un relais routier lointain, niché sous les pins. De la fumée s'échappait de sa cheminée, fine et suppliante. Colt ne s'arrêta pas pour frapper. Il atteignit le porche, ses bottes frappant violemment les marches. Il poussa la porte, son manteau trempé, les enfants dans les bras. La pièce à l'intérieur devint silencieuse. Un feu crépitait dans sa cheminée. Un bébé gémit à nouveau.
Colt tomba à genoux. J'ai besoin de chaleur, dit-il d'une voix rauque. Ils ne sont pas encore morts, et lui non plus, peut-être. Le relais routier près de Cotton Hollow avait vu passer son lot d'ivrognes, d'hommes mourants et de voyageurs usés par les intempéries, mais jamais rien de tel. Colt fit irruption dans la pièce, trempé jusqu'aux os, portant des êtres vivants enveloppés dans de la laine mouillée. La neige collait à ses cils. De la vapeur s'élevait de son manteau alors que la chaleur le frappait comme un mur. J'ai besoin d'aide, dit-il d'une voix rauque. Il respire encore. Un homme derrière le bord laissa tomber son verre. Une femme eut le souffle coupé. Un médecin nerveux, appelé depuis l'arrière, se précipita, s'essuyant les mains sur un tablier taché. Colt posa le paquet sur une table près du feu. Le médecin retira les couches. 3 nouveau-nés. La peau pâle, les lèvres bleuâtres, la respiration superficielle. Dieu miséricordieux, murmura le médecin. Ils étaient dans l'eau. Colt acquiesça. Ils ne devraient pas être en vie, mais ils le sont. Des briques chaudes furent apportées de la cheminée. Des couvertures furent réchauffées. Une bouilloire siffla. La pièce bourdonnait d'une urgence silencieuse. Les bébés furent séchés, émaillotés et nourris de gouttes d'eau sucrée. Une jeune femme, peut-être la fille de l'aubergiste, en tenait un contre sa peau, comme un battement de cœur, murmura-t-elle. Ça aide. Au matin, leur visage avait retrouvé une légère couleur. Une fille remua. Le garçon éternua. Une faible défiance. Le troisième restait immobile, mais respirait. Ils auront besoin de soins, dit le médecin. Même ainsi, ils ne survivront peut-être pas tous. Qui pourrait jeter des bébés? Marmonna quelqu'un. 3. Quel genre de démon? Colt ne répondit pas. Il n'avait pas dormi. Ses vêtements étaient encore trempés. Il les observait. Ces 3 vies fragiles, comme un homme témoin d'un miracle qu'il ne méritait pas. La pièce se tut. Le café coula. Quelqu'un proposa un lit de camp. Vous devriez l'emmener à Fort Redwell, dit le barman, à l'orphelinat, où ils seront bien soignés. Laissez-les s'intégrer, ajouta un autre, sans poser de questions. Colt fixait le feu. Ce ne sont pas du bétail. Je ne les laisserai pas disparaître. Tu es un cowboy, pas une nounou. Colt serra les mâchoires. Je trouverai à qui ils appartiennent, dit-il. En attendant, ils restent avec moi. Personne ne contesta. Quelque chose dans sa voix disait de ne pas le faire. Cet après-midi-là, Colt coupa du bois, alluma un feu dans la pièce attenante que l'aubergiste lui avait donnée. Il fit bouillir de l'eau, nettoya les bébés lui-même avec douceur, les enveloppa dans de la flanelle, fabriqua un berceau à partir d'un tiroir, dormit sur une chaise, bottes aux pieds, l'oreille tendue au moindre cri. Quand il fallut des médicaments, il sella son cheval, porta la plus petite fille sous son manteau, traversa les broussailles gelées pour se rendre à la cabane du médecin et revint. Dans les moments calmes, il leur murmurait « Vous êtes en sécurité maintenant. Je ne vous laisserai plus jamais mourir de froid. » Un soir, à la lueur du feu, la cadette ouvrit les yeux, bleu pâle, trouble, mais conscient. Elle le regarda, minuscule, vulnérable, confiante. Colt sentit quelque chose changer en lui. Il ne pleura pas, mais quelque chose en lui se brisa lentement et brutalement. Il lui toucha la joue. « Tu as survécu, » dit-il doucement. Il n'avait pas parlé ainsi depuis des années. Cette nuit-là, alors qu'il les regardait dormir, leurs 3 petites poitrines se soulevant et s'abaissant, il fit une promesse. « Je ne partirai pas comme avant, pas comme sa femme, pas comme l'enfant qu'il avait enterré, pas comme tout ce qu'il avait fui. » Cette fois, il resta. Lorsque le médecin revint, Colt lui demanda comment les nourrir, les garder au chaud, quoi faire en cas de fièvre. Il nota tout, mémorisa chaque mot. Quand vint le moment de choisir leur prénom, il n'hésita pas. Il regarda d'abord le garçon endormi. « Jack », dit-il, puis la plus petite fille, Lily, Lee, et celle aux yeux bleus troubles, Rose. « Ils ne sont pas de mon sang, » dit Colt en regardant le feu. « Mais ils sont à moi maintenant, à tous les autres égards. » Dans la pièce silencieuse où 3 vies brisées avaient retrouvé le souffle, Colt Dawson est devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé être à nouveau. Un homme qui avait quelque chose à perdre. Au lever du soleil le lendemain, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Un cow-boy avait sorti 3 nouveau-nés de la glace. Dans une ville où rien n'échappait au commérage, Colt Dawson était devenu un nom sur toutes les lèvres.
Certains le prononçaient avec admiration, d'autres avec suspicion. On dit qu'il est entré dans ce ruisseau à main nue, murmura un palefrenier. On dit que les bébés n'ont même pas pleuré, répondit une vendeuse. Peut-être n'étaient-ils pas destinés à vivre, dit un autre plus discrètement. À la boulangerie, au magasin et même sur les bancs de l'église, les théories fleurissaient. D'où venaient ces enfants? Qui aurait abandonné 3 bébés à la mort? Et plus pressant, quel genre d'homme les aurait recueillis? Certains qualifièrent le sectateur de héros. D'autres n'étaient pas aussi indulgents. Un homme voyage seul, sans femme, sans domicile, et soudain, il est père de 3 enfants, murmura Samuel Blythe, le banquier. Croyez-moi, dit Evelyn York, une veuve avec 2 filles en âge de se marier. Cette ville va porter ses péchés pendant des années. À la fin de la semaine, l'inquiétude se transforma en opposition. Menée par nul autre que Martha Caldwell, elle se tenait devant le magasin général, enveloppée dans son manteau noir, ses cheveux argentés relevés, le regard aussi perçant que le givre. Derrière elle se tenait une demi-douzaine d'autres personnes, des hommes d'affaires, des propriétaires terriens, des épouses de fonctionnaires du comté, des gens qui se targuaient de maintenir la ville propre, ordonnée et pieuse. Nous ne pouvons pas oublier pas, déclara Martha d'une voix suffisamment forte pour être entendue à travers la place, permettre au chaos de s'installer parmi nous. 3 nourrissons sans nom, sans histoire, sans avenir, maintenus en vie par un homme sans ressources et sans famille. Elle fit face à la foule grandissante. Je ne remets pas en question ses intentions. Mais l'hiver est rude, la nourriture est rare, la maladie guette dans chaque ombre. Nous enterrons déjà trop de gens au moment du dégel. Quelqu'un murmura. D'accord, nous n'avons pas besoin de bouches supplémentaires à nourrir, conclut-elle froidement. Surtout des bouches abandonnées par la méchanceté qui les a amenées ici. Cet après-midi-là, Colt se tenait devant eux. Son manteau était rapiécé, ses yeux étaient fatigués. Son bras gauche était en écharpe à cause du coup qu'il avait reçu pendant la tempête. Mais sa voix, bien que rauque, ne se brisa pas. « Je n'ai pas demandé cela, dit-il, debout sur le perron de l'auberge. Je ne suis pas venu ici pour demander la charité ou des louanges. J'ai vu un sac dans un ruisseau, j'ai entendu un cri et j'ai sorti 3 personnes. Silence. Ce n'étaient pas des erreurs. Ils étaient vivants. Il regarda Martha Caldwell droit dans les yeux. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais vous ne les traiterez pas de fardeau tant qu'ils respirent encore. Personne ne parla pendant un moment. Puis un homme à l'arrière s'éclaircit la gorge. Ils mourront ici. Et quand ce sera le cas, leur mort sera sur vos consciences. Colt ne broncha pas. Je m'en chargerai. Il redescendit dans l'ombre, quittant la place, silencieuse et divisée. Ce qui suivit fut plus froid que la neige. Les femmes traversèrent la rue pour l'éviter. Le boucher lui refusa du lait. Le pharmacien prétendit être en rupture de stock lorsque Colt lui demanda un tonic pour bébé. Les chuchotements étaient incessants. 3 bouches. Il ne peut pas les nourrir. Il aurait dû les laisser emporter par le ruisseau. Même les enfants avaient reçu l'ordre de ne pas s'approcher. Colt supportait cela. Il avait supporté pire. Mais chaque fois qu'il regardait les doigts faibles de Lily, ou le sommeil agité de Jack, ou la façon dont Rose gémissait lorsque le feu s'éteignait, il sentait le poids grandir. Il n'avait qu'une somme d'argent limitée, que peu de temps, que peu de chaleur, et ils étaient si petits. La nuit, il fixait le plafond, écoutant leur respiration, superficielle et fragile. « Et si je n'y arrivais pas ?» murmura-t-il une fois. Mais le matin, il se levait. Il coupait du bois, il allait chercher de l'eau, il lavait les vêtements dans la neige fondue et les réchauffait au feu. Il les nourrissait avec le lait qu'il pouvait échanger. Et quand il ne pouvait pas, il essayait le sucre et l'eau, il ne s'enfuit pas, et tous n'avaient pas changé. La file de l'aubergiste lui laissait des couvertures supplémentaires. Un garçon d'écurie lui offrait un sac d'avoine pour son cheval. Un vieux prédicateur s'arrêtait à la porte et laissait un pot de miel sans un mot. De petites gentillesses, une rébellion silencieuse. La ville n'avait pas encore pris sa décision, mais la bataille avait commencé. 3 bébés, un homme et une question plus douloureuse que l'hiver. Méritent-ils de vivre simplement parce qu'ils ont été sauvés? Le soleil était sur le point de se coucher lorsque la femme arriva. La neige collait à l'ourlet de sa jupe. Ses bottes étaient trempées et noircies par la neige fondue. Son visage était pâle,
ses yeux écarquillés, exprimant à la fois la terreur et la détermination. Elle se tenait à l'entrée de l'auberge, attirant tous les regards comme un fantôme du passé. J'entendis sa voix se briser. Il y a des bébés dans le ruisseau. Colt se leva lentement de l'âtre. Derrière lui, le tiroir du berceau était posé sur le sol, et à l'intérieur, Lily remuait doucement dans son sommeil. Rose et Jack étaient émaillotés, leurs petites mains tremblant dans leurs rêves. Les yeux de la femme se posèrent sur eux. Elle vacilla, puis s'effondra à genoux. « Je dois les voir, murmura-t-elle. S'il vous plaît, ce sont les miens. » Des exclamations parcoururent la pièce. « 3, ricana quelqu'un. Elle doit être folle. Aucune femme ne peut donner naissance à 3 enfants et survivre à une marche dans la neige, marmonna un autre. Elle ment pour obtenir de la sympathie ou de l'argent. Colt s'avança, les épaules tendues. « Comment vous appelez-vous? »« Eliza, répondit-elle. Eliza Moore. Il l'observa, son manteau usé, son visage creusé par le froid et la faim. Mais c'était la façon dont elle regardait les enfants qui le fit hésiter. Pas avec revendication, ni avec fierté, mais avec chagrin. Elle tendit la main vers le berceau. « S'il vous plaît, je dois les tenir dans mes bras. » Il hésita, puis lentement, prudemment, il prit Jack dans ses bras et s'approcha d'elle. « Si vous essayez quoi que ce soit de bizarre, dit-il calmement. »« Je ne serai pas gentille, acquiesça-t-elle, les larmes coulant déjà. Au moment où Jack toucha ses bras, quelque chose se brisa en elle. Elle le berça doucement, murmurant des mots si doux que seul Jack pouvait les entendre. « Je l'ai tenu en premier, dit-elle. Il était le dernier à sortir, mais je l'ai tenu en premier parce qu'il pleurait le plus fort. Lily n'a presque pas fait de bruit. Rose. Rose avait son cordon ombilical enroulé 2 fois autour du cou. Il pensait qu'elle était morte, mais elle est revenue. Colt la fixait du regard. Personne d'autre ne pouvait savoir cela. Eliza leva les yeux, brisés. Je ne les ai pas abandonnés par choix. Il ne dit rien, laissant la pièce écouter. Je travaillais dans une ferme près d'Eastridge. J'étais employé par le propriétaire. Il était puissant, respecté, et quand il a découvert que j'attendais des triplés, il a poussé un cri de surprise, et des murmures comme des couteaux ont fusé. Il a dit que cela le ruinerait. Il a dit que les gens se poseraient des questions. J'ai supplié de pouvoir les garder. Je lui ai dit que je les élèverais loin de là, mais la nuit où ils sont venus, ils me les ont pris. Ils m'ont dit qu'ils étaient morts. Ils m'ont dit de ne plus jamais montrer mon visage. Elle serra Jack plus fort, mais doucement, tandis que les larmes coulaient. J'ai essayé de mourir cet hiver-là. J'ai failli y parvenir, mais quelque chose continuait de brûler en moi. Peut-être était-ce Dieu, peut-être était-ce simplement la folie. Mais quand j'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait sauvé 3 bébés pris dans les glaces, j'ai su. Elle a regardé Colt droit dans les yeux, la voix tremblante. « S'il vous plaît, laissez-les rentrer à la maison. » Le silence qui suivit était glacial et tranchant. Martha Caldwell s'avança hors de la foule. « Comme c'est pratique, dit-elle d'une voix venimeuse. Vous débarquez maintenant avec vos histoires et vos larmes. Ils sont à moi. Prouvez-le. Je peux vous décrire chaque marque, chaque tache de rousseur, la tache de naissance de Jack derrière son oreille, l'orteil tordu de Lily, Rose qui fredonne quand elle dort. Je vous en prie. Ou peut-être êtes-vous venu pour l'argent, dans l'espoir de le vendre. Ou pire encore, quelques personnes acquiescèrent derrière elle. C'est une menteuse. Elle est instable. Elle est dangereuse. Colt ne dit rien. Il resta debout, regardant Eliza tenir Jack, le feu projetant des reflets dorés sur son visage. Lily et Rose remuèrent dans leur couverture, et peut-être par instinct, leurs petites mains se trouvèrent. 3 vies, encore trop fragiles pour supporter le poids du monde, s'accrochaient l'une à l'autre. Cette nuit-là, tandis que la ville discutait et que le vent hurlait derrière les volets, quelque chose de plus sombre s'agitait. Un homme vêtu de noir, un couteau dans son manteau, se glissa à l'arrière de l'auberge. Il avait été payé pour ne pas tuer, juste pour avertir, juste pour s'assurer qu'Eliza oublie ce qu'elle savait, ce qu'elle pouvait prouver. Mais Colt avait entendu le craquement du plancher. Il sortit de l'ombre, fusil à la main. « Fais un pas de plus, dit-il, et ce sera ton dernier. » L'homme se figea. « Si tu la touches, grogna Colt, tu ne touches aucun d'entre eux. » L'homme recula, puis s'enfuit. Au matin, la nouvelle s'était répandue. Cette fois, la secte avait sorti une arme pour protéger la femme,
comme si elle était de la famille. Certains dirent que cela prouvait leur folie. D'autres y virent le signe d'autre chose. Eliza resta à l'auberge, trop fatiguée pour repartir. Les enfants, sentant la tension, dormirent à peine. Froids, épuisés, blessés et liés par quelque chose de plus profond que le devoir, ils s'assirent près du feu, sachant que les avoir sortis de la glace n'était que le début. La tempête à venir serait plus froide, plus cruelle et bien plus dangereuse. Mais ils ne reculeraient pas. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres sur les murs. Dehors, la ville était calme, mais c'était le calme de quelque chose qui retenait son souffle. Colt Dawson était assis par terre, les yeux fixés sur le berceau. Lily et Rose étaient blotties sous une couverture. Jack était recroquevillé à côté d'elle, comme un charbon encore chaud. Il n'avait pas dormi, ses pensées tourbillonnaient trop fort pour qu'il puisse se reposer. S'il les confiait à Eliza, serait-il en sécurité? Pourrait-elle les protéger? Ou les mêmes mains qui les avaient déjà arrachées à lui le referaient-elles? Il revit la scène. Le petit paquet pâle sous la glace, le cri à peine audible. S'il s'éloignait maintenant, ce son serait-il réduit au silence pour toujours? Il serra les poings. Il avait déjà abandonné sa femme et sa fille, ensevelis sous l'hiver et le regret, et cette culpabilité le suivait toujours comme une ombre. Il ne laisserait pas une autre famille disparaître dans le froid. Eliza était assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur les enfants. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « À chaque seconde, j'ai peur que quelqu'un vienne me dire que je ne suis pas à la hauteur, que je vais les perdre à nouveau. » Colt ne répondit pas tout de suite, mais il avait vu comment elle les tenait, comment ses doigts caressaient leurs cheveux, comme s'ils étaient une fête de lumière. Elle tremblait encore, elle se débattait encore, mais elle continuait d'attendre la main. « Tu ne les perdras pas, dit-il, pas tant que je respirerai. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, dit-il, mais si tu veux les élever, je t'aiderai, nous le ferons ensemble. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Et si tu décides que c'est trop dangereux, ajouta-t-il à voix basse, je les prendrai, je les élèverai. » Elle se couvrit la bouche. « Ils sont à toi, dit Colt, mais ils sont à moi aussi. » Plus tard, il déplia une carte usée. « Il y a une ferme à l'est, après la crête. Les Benson. Des gens bien. Un endroit tranquille. »« On peut y arriver, demanda-t-elle. »« Si on part à l'aube, dit-elle en regardant les enfants. »« Alors on part. » Mais l'aube arriva comme un coup de poing. Alors que Colt sellait son cheval, des voix résonnèrent sur la place. Une foule s'était formée. Certains tenaient des fusils, d'autres des torches. Au premier rang se tenait Martha Caldwell. « Vous ne les emmènerez pas, dit-elle d'un ton sec. Pas avant que nous connaissions la vérité. »« Ils sont à elle, dit Colt. »« Ce sont des ordures, cracha Martha. Un homme au bandana rouge s'avança. « 3 bâtards, sans nom. Autant le renvoyer. Finissons-en. » Colt s'interposa entre eux et Eliza, qui tenait fermement le berceau. « Répète ça, grogna-t-il. « Enveloppe-le bien, ricana l'homme. Le froid fera ce qui aurait dû être fait. » La main de Colt trouva son fusil. « Tu veux faire du mal à des enfants, dit-il, tu devras d'abord me passer sur le corps. » L'air crépita. Personne ne bougea. Pas encore. Une fille près du bord, l'une des filles du boulanger, regarda le paquet, puis Colt. Elle se détourna. La foule n'applaudit pas, mais personne ne les arrêta non plus. Colt et Eliza avancèrent lentement à travers la ligne. Des yeux les suivaient, certains remplis de haine, d'autres de pitié, quelques-uns d'espoir. Colt ne regarda pas en arrière. Il portait Rose. Eliza tenait Lily et Jack. Le cheval suivait derrière. La neige tombait doucement. Légers et déterminés, ils quittèrent la ville. 3 enfants, une mère et un cow-boy qui avaient choisi de ne plus s'enfuir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, mais ils étaient ensemble, et cela leur suffisait pour l'instant. La neige tombait déjà lorsque Colt Dawson conduisit le petit groupe hors de la ville, sous le couvert de la nuit. Le ciel était bas, lourd comme de la cendre. Colt chevauchait en tête, un parapluie à la main, le bébé Lily blotti dans son manteau. Eliza le suivait sur un autre cheval, portant Jack. Derrière eux, un chariot en bois roulait lentement, conduit par Harris, un fermier discret qui avait une dette envers Colt. À l'arrière, enveloppée dans des couvertures à côté de pierres chaudes, reposait la petite Rose. La prairie disparaissait derrière eux dans une mer blanche.
Devant eux s'étendaient des bois gelés, des rivières, des montagnes et l'inconnu. Le vent hurlait, déchirant les manteaux et les écharpes. Les arbres se dressaient comme des squelettes. Le froid s'intensifia jusqu'à ce que leur souffle devienne fragile et que le cuir se fige. Personne ne parlait. Les mots étaient inutiles, seule la survie comptait désormais. La première nuit, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau à moitié gelé. Colt alluma un feu avec ses mains tremblantes. Eliza frotta les petits doigts et les orteils pour les réchauffer, tandis que Harris faisait fondre de la neige dans une bouilloire noircie. Les bébés gémissaient, le feu crépitait. La deuxième nuit, Jack commença à tousser. Colt fut le premier à le remarquer. Il emmena le garçon près du feu et lui pressa un linge chaud sur la poitrine. Jack respirait faiblement et sa fièvre montait. Eliza s'agenouilla à côté de lui, pâle et tendue. « J'ai déjà vu ça, » murmura-t-elle. « Trop froid, trop vite. Il a besoin de chaleur, constante. » Colt ouvrit son manteau, plaça Jack contre sa peau nue et les enveloppa tous les deux. Le bébé tremblait, rouge et faible. Colt le berçait doucement, murmurant à voix basse des phrases entrecoupées. « Pas une berceuse, pas une prière. Reste avec moi, petit bonhomme. Pas cette nuit. » Eliza observait, les yeux brillants à la lueur du feu. De la peur, mais aussi autre chose. Deux choses, la confiance. Fragile et silencieuse. Le troisième jour, la piste avait disparu. La neige avait recouvert le chemin. Colt marchait à côté du chariot, guidant ses roues. Eliza chevauchait derrière lui avec les deux filles bien emmitouflées. Rose toussa légèrement. Lily avait cessé de pleurer. Cette nuit-là, ils campèrent sous une bâche tendue entre deux arbres. Colt ramassa du bois, gratta la glace sur l'écorce. Ses mains étaient gercées, ensanglantées, mais il continua. « Je ne les laisserai pas mourir de froid, » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'était plus seulement le froid. Ils entendirent les cavaliers avant de les voir, des sabots crissant dans la neige, des chiens aboyants, des voix dans le désespoir, des voix dans l'obscurité, des pisteurs. Colt serra les mâchoires. Il poussa Lily dans son manteau, prit son fusil et aida Eliza à monter rapidement. Harris attrapa Rose et grimpa sur le banc du chariot. Des coups de feu retentirent. La neige jaillit. Un cheval se cabra et hennit. « Partez !» cria Colt. Ils s'enfuirent sur le sol gelé, à travers les branches griffues. Le vent les fouettait. Colt tira une fois, haut et fort. Le son résonna. Les cavaliers ralentirent. Ils atteignirent une rivière gelée. Colt n'hésita pas. Il les conduisit directement de l'autre côté. La glace gémit mais tint bon. Un autre coup de feu retentit. Une balle ricocha sur la pierre. Eliza hurla mais continua à chevaucher. De l'autre côté, Colt fit demi-tour et tira à nouveau en l'air, puis un silence net et définitif s'installa. Les cavaliers ne les suivirent pas. Une heure plus tard, ils arrivèrent à une ferme isolée nichée dans les collines. Elle appartenait à un vieil ami de Colt, un homme qui parlait peu, mais qui leur ouvrit ses portes sans poser de questions. À l'intérieur de la grange, du foin frais et un feu les attendaient. Les bébés remuaient sous leur couverture, leur respiration était plus lente, plus régulière. Colt s'appuya contre le mur, les bras serrés autour de Lily. Sa poitrine brûlait d'épuisement, mais il ne relâcha pas son étreinte. Eliza se tenait à proximité, serrant Jack et Rose contre elle. Harris alimentait le feu, silencieux comme toujours. Ils avaient réussi pour l'instant. Colt Dawson n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal. C'était un cowboy, pas un homme de papier ou de discussion. Mais pour Lily, Rose et Jack, il a pris dans leur ferme cachée. Colt avait une amenade scientifique. Eliza et Gabriel Camunem, agent Kate Harris et une infirmière. Et une infirmière itinérante nommée Clara rassemblèrent tous les indices possibles. Le sac en tissu trempé dans lequel les bébés avaient été trouvés, marqué d'un fil rouge effiloché. Les notes médicales de Clara, les températures dangereusement basses, les ecchymoses sur leurs membres, signe évident de négligence. Harris les conduisit jusqu'au ruisseau où ils trouvèrent de légères empreintes de bottes et une trace de sang sur une branche cassée. Clara a présenté les reçus des fournitures achetées cette nuit-là. Puis vint la clé, une lettre déchirée qu'Eliza avait cachée, indubitablement écrite par Martha Caldwell. Elle disait « Mettez fin à ce scandale ou nous le ferons.
Personne n'a besoin de savoir qu'il y a 3 bouches de plus à nourrir. Ils ont envoyé les preuves à un tribunal de district voisin, hors de l'influence de Martha. Un adjoint est venu recueillir les déclarations sous serment. Colt était calme et franc. Eliza tremblait, mais restait ferme. Harris acquiesçait silencieusement. La nouvelle s'est rapidement répandue. Une jeune journaliste du Quintet, Sarah Beck, a publié l'histoire qui a fait sensation. Les bébés qui ont survécu au silence de la ville. Des lettres de soutien ont afflué. Des chefs religieux, des enseignants, des maires. Ils exigeaient justice et protection pour les triplés. Peu après, le tribunal a annoncé une audience publique. La salle était bondée. Martha Caldwell est arrivée, entourée d'avocats. Ces gens sont instables, a-t-elle déclaré en désignant Colt et Eliza. Leur parole n'a aucune valeur juridique. Mais les habitants de la ville se sont levés les uns après les autres. Une ancienne domestique du domaine Caldwell a témoigné avoir entendu Martha dire « Ces bébés sont une honte, mieux vaut les noyer que les élever. » Une sage-femme âgée a admis avoir été payée pour garder le silence. Même le grossier local s'est avancé. Il a refusé de fournir des provisions à Eliza sur ordre de Martha. Les yeux d'Eliza se sont remplis de larmes. Colt est resté immobile, la mâchoire serrée. Le juge Preston Hale, aux cheveux gris et au regard perçant, a écouté attentivement. Lorsque l'avocat de Martha a rejeté tout cela comme étant des rumeurs, le juge Hale a brandi la lettre. « N'est-ce pas votre écriture, Madame Caldwell? » Martha ne répondit pas. Cette nuit-là, la peur vint frapper à la porte. Une pierre brisa la fenêtre de la maison sécurisée. Colt se précipita dehors avec son fusil. Harris et Clara emmenèrent les bébés à la cave. Un couple de semonces tiré dans ses arbres fit fuir les lâches. Le message était clair. Le danger n'était pas écarté, mais quelque chose avait changé. Au lever du soleil, les voisins sont arrivés avec des lanternes et des fourches. Ils n'ont rien dit, se sont contentés de hocher la tête, se sont postés autour de la maison et ont monté la garde jusqu'au matin. Colt se tenait sous le porche, Lily dans les bras. Elle ne pleurait pas. Elle le regardait simplement, calme et confiante, comme si elle avait toujours su qu'il la protégerait. Le lendemain, le juge Hale rendit son verdict. Il existe des preuves évidentes que ces enfants ont été abandonnés intentionnellement. Leurs vies ont failli être anéanties. Ce tribunal ne peut permettre que de tels crimes restent impunis. Il se tourna vers Colt et Eliza. « Monsieur Dawson, Mademoiselle Moore, vous avez tout risqué pour les protéger. Si Mademoiselle Moore est disposée et apte à le faire, la garde conjointe est accordée. Dans le cas contraire, la garde exclusive sera confiée à Monsieur Dawson avec pleine reconnaissance légale. » Des murmures s'élevèrent. Martha Caldwell se leva, outrée. Ses avocats protestèrent, mais le bâton de juge frappa. Justice fut faite. Dehors, la foule attendait. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Quelques-uns tournèrent encore le dos. Mais la plupart regardaient Colt, non pas comme un fantôme venu des collines, mais comme un homme qui avait plongé dans l'eau glacée et refusé de détourner le regard. De retour à la ferme, la lumière du feu vacillait sur les murs. Jack dormait sur la poitrine de Colt. Eliza berçait Lily et se leva près de la cheminée. « Tu as réussi, » murmura Eliza. « Oui, » répondit Colt doucement, la voix éraillée par ses jours de combat. À cet instant, dans cette fragile chaleur, entourée de souffle et de lumière, 3 vies, autrefois abandonnées, étaient enfin en sécurité. Pour la première fois depuis des années, Colt Dawson croyait en l'avenir. Le printemps arriva tard dans la vallée cette année-là. La neige persistait sur les poteaux de clôture et dans les coins ombragés, réticente à partir. Mais lorsqu'elle finit par fondre, le vert revint, audacieux et insistant. Colt Dawson se tenait près d'une clôture à moitié construite, un marteau à la main. Derrière lui, une ferme autrefois abandonnée arborait désormais une peinture fraîche et l'odeur de la fumée de bois. Des rires résonnaient dans le champ. Lily, Rose et Jack, qui marchaient désormais, couraient en gloussant dans les hautes herbes, poursuivant des papillons. Leurs joues étaient roses, leurs yeux brillants. Là où régnait autrefois le gel et le silence, il y avait désormais de la chaleur et du bruit. À côté de la maison, Eliza était agenouillée dans le jardin, encourageant les pousses à sortir de terre. Ses mains étaient sales, sa robe simple, son sourire radieux. De temps en temps, elle regardait les enfants pour s'assurer qu'ils étaient toujours là, toujours en sécurité.
Leur maison n'était pas loin du ruisseau où tout avait commencé. Quelques bonnes âmes, Clara l'infirmière, Harris le fermier, le vieux Monsieur Dalton, avaient aidé à la construire. Ils avaient érigé des murs, creusé des puits, planté des rangées, apporté des couvertures, des clous, des œufs et des histoires. Certains s'étaient autrefois détournés. Maintenant, ils revenaient avec des excuses discrètes et les bras chargés. L'intérieur de la maison était modeste, une chambre pour les enfants, leur nom gravé au-dessus de chaque lit, un poêle à bois, des rideaux cousus à la main, un fauteuil à bascule qui grinçait pendant les longues nuits. Colt avait appris à faire du porridge sans le brûler. Eliza avait appris à réparer les portails et tous deux avaient réappris à rire. Par un après-midi chaud, alors que le soleil inondait la vallée, les voisins se sont rassemblés. Une table recouverte d'une nappe, des pots de fleurs sauvages et 3 couvertures pour bébés pliés plantaient le décor. Le moment était venu. Le baptême n'était pas grandiose, seuls ceux qui étaient restés étaient présents. Clara, Harris, Dalton, quelques voisins qui désormais faisaient signe de la main au lieu de chuchoter, et Colt et Eliza debout derrière les enfants qui clignaient des yeux devant cette attention silencieuse. Colt s'éclaircit de la gorge. « Je n'aurais jamais pensé être ici, dit-il. Je venais du silence, de la perte. Je n'avais pas demandé 3 petites vies, mais elles sont arrivées et m'ont donné plus que ce dont j'avais besoin. » Il regarda les enfants. « Je ne peux pas effacer ce qui a failli les emporter, ni ce qui a été fait, mais je peux leur promettre de la chaleur, de l'amour, de l'honnêteté. Ils ne douteront jamais qu'ils sont désirés, car ils le sont. » Il toucha la tête de Lily. Lily, la première, la battante, se leva ensuite, Rose légère et gracieuse. Puis Jack, têtu, au cœur fort. Le silence s'installa, doux, sacré. Une petite fille gloussa. Jack tendit la main et attrapa le manteau de Colt. « Papa, murmura-t-il. » Colt se figea. Aucun mot ne sortit. Eliza le stabilisa en posant une main sur son bras. À ses pieds, Lily tirait sur sa robe. « Maman, dit-elle. » Les yeux d'Eliza se remplirent de larmes. Elle s'agenouilla et les serra contre elle. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste un souffle retenu, quelque chose de doux s'installant dans le silence. Alors que le soleil descendait, les enfants coururent à nouveau, 3 ombres sautillant dans l'herbe. Eliza se pencha vers Colt, la tête posée sur son épaule. « Nous ne savons pas ce qui nous attend, dit-elle. « Non, répondit Colt, mais nous ne fuyons plus. Les tempêtes reviendraient, des épreuves aussi. La terre n'avait jamais été facile, mais Colt Dawson ne marchait plus seul. Il avait un foyer, une compagne, une promesse. Eliza avait retrouvé son nom, ses enfants, sa force. Et Lily, Rose et Jack, nés dans la glace, presque perdus, avaient désormais un avenir où des voix ne les oublieraient jamais. Toutes les blessures ne guérissent pas complètement. Toutes les tempêtes ne laissent pas de cicatrices. Mais certaines histoires, même celles qui naissent en hiver, trouvent leur chemin vers le printemps. Si cette histoire de rédemption, de courage et de famille inattendue vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter là. Cliquez sur le bouton « Hype » pour montrer votre amour pour « Ils ont laissé 3 bébés dans un ruisseau glacé, mais un cowboy brisé a sauté pour les sauver avant qu'ils ne coulent. » Et si vous voulez plus d'histoires d'amour féroce et de secondes chances sous le vaste ciel de l'Ouest, abonnez-vous à la chaîne Wild West Love Stories. Il y en a d'autres à venir, plus de poussière, plus de tempêtes, plus de battements de cœur qui ne s'arrêteront pas. À bientôt pour la prochaine aventure.